Salut tout le monde. Écoutez, je vais faire vite parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole et l'antenne ce soir. Sarah et Marie-Chantal vont faire maître de cérémonie. Sarah a préparé cette journée pour vous, cette soirée. Vous avez des super invités, Arnaud, Benjamin et Olivier qui vont vous parler d'économie symbiotique, d'économie circulaire et je trouve ça extraordinaire. C'est des sujets qui m'exaltent. On a même parlé bibliographie en préparant cet entretien et cette table ronde tout à l'heure. Je vous embrasse tous. Je sais que les Sudweb sont en semaine intensive. Les ECS, j'espère que tout va bien pour vous. Pour nous, ça va pas mal. Voilà. À très bientôt. Je vous embrasse. Je suis dans le chat à faire coucou à tout le monde. Salut, à bientôt. Il y a un téléphone qui sonne. Bonsoir à tous. Donc, je rejoins les mots de Franck pour dire que je suis très contente de vous présenter ce Climacte 6 qui a pour thème circuit court et économie symbiotique. Nous sommes ce soir sur un climacte qui est 100% masculin pour changer. Il y avait des filles la semaine dernière et nous aurons la chance de découvrir 3 hommes singuliers au tempérament bien trempé qui se rejoignent pourtant sur un point qui nous réunit tous ce soir, le fait de mettre l'éco-responsabilité au centre de leurs actions et l'envie aussi de faire avancer le monde autrement. On va commencer avec Arnaud. Tout d'abord, MC, peut-être un mot à dire? Oui, en effet, Sarah a bien insisté donc, sur le fait que cette fois-ci, honneur aux hommes, puisque nous avons fait honneur aux dames la semaine dernière. La semaine prochaine, ce sera peut-être plus mixé. Mais ce soir, nous sommes donc en présence d'Arnaud, Benjamin et Olivier. Je répète ce qu'a dit Sarah, donc c'est pas la peine. Bonsoir à tous, on y va, on écoute et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, je sors. Olivier, et je te laisse aussi couper ta caméra pour rester qu'avec Arnaud et on te reprendra un petit peu plus tard. Bonsoir Arnaud. Salut Sarah. Ça va? Ouais. Alors on est réunis ce soir pour évoquer une démarche qui est au cœur de ton métier de chef cuisinier, qui est donc le circuit court. Tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que le circuit court pour ceux qui ne sont pas encore au courant et pourquoi c'est important selon toi? Alors, le circuit court, c'est le fait de consommer des aliments qui sont produits au plus local du point de consommation. C'est-à-dire, je développe, quand tu vas faire les courses, l'idée, c'est que tu consommes des aliments qui ont été produits dans ta région au plus près de chez toi, d'une, pour éviter les transports, ce qui est un vrai problème écologique aujourd'hui, pour amener aussi de l'humain dans notre consommation, c'est-à-dire que d'acheter à un producteur, d'un coup, ça humanise plus que d'acheter en supermarché, en grande surface, des produits qui viennent du monde entier. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant aussi parce que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'un producteur, moi, en tant que chef de cuisine, si je vais acheter à un producteur que je connais, il va venir manger chez moi, il y a une espèce d'échange qui se fait, il va parler de moi. Donc, économiquement, c'est intéressant. En fait, c'est économiquement et écologiquement intéressant sur tous les points. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre dans ton quotidien pour favoriser justement ces circuits courts? Il faut ça prend du temps. Pour être très honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui d'avoir un frigo vertueux, c'est énergivore en temps. En tout cas au départ, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher qui produit quoi et où, et après se donner les moyens de pouvoir acheter. Maintenant, c'est juste de la logique, en fait. C'est quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller acheter des fruits et des légumes qui sont produits dans le monde entier, alors que nous produisons nous-mêmes dans nos régions beaucoup, pas assez, j'en suis conscient, pas assez pour nourrir tout le monde. Mais ça, on y reviendra. Je pense qu'il y a des grosses améliorations à faire là-dessus. Mais il faut relocaliser. Et je pense que l'épisode qu'on vient de passer du coronavirus nous a aussi permis de prendre conscience de ça. C'est qu'il faut relocaliser parce que celui qui va t'apporter à manger ou qui va te sauver ou qui va te tendre la main ou avec qui il va y avoir un partage si jamais il y a des crises, c'est ton voisin. En fait, c'est ton voisin, c'est le producteur d'à côté. Et je pense que là, il va falloir qu'on ait une vraie réflexion globale pour relocaliser au maximum, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage. Tout, même la médecine. On parlait pendant le Covid de nos médicaments qui sont produits à l'autre bout du monde. C'est un vrai problème.
Alors là, je pense que nos étudiants qui nous écoutent ce soir, hein, vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra juste après. Ils se demandent comment changer de logique en fait. Comment passer dans les circuits courts alors qu'on a toujours été habitué à fonctionner dans un autre modèle, un modèle qui est beaucoup plus moins coûteux et qui est beaucoup plus commode. Comment changer un peu ces habitudes-là? Bah, ça demande une volonté, déjà, une volonté, une énergie. Ça demande vraiment, c'est pas anodin comme choix. Changer d'alimentation, c'est quoi qu'il arrive pas anodin. Et changer de manière de consommer. Maintenant, c'est ce que je dis, moi, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur dire. Donc, je pense que ça demande un effort, un petit effort, hein, c'est pas un effort. Et on parle aussi d'argent parce que on a l'impression que le vertueux ou le bio coûte plus cher. Mais je pense qu'il faut repenser globalement la manière de consommer. C'est-à-dire que moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de réduire drastiquement leur consommation animale, parce que la viande coûte cher, parce qu'elle pollue. Aujourd'hui, on sait que la viande, c'est 15% de la pollution. C'est plus que les transports. Les transports, c'est l'avion, la voiture, c'est tout ça réuni. Et l'élevage aujourd'hui animal est plus impactant sur le climatiquement que le transport. Donc, on a un vrai problème. Donc, réduire drastiquement, mais drastiquement, moi, j'entends les gens qui me disent, oui, mais moi, ça va, tu comprends, j'en mange que 3 fois par semaine. Non, moi, c'est pas de ça que je parle. Réduire drastiquement, ça veut dire on mange de la viande qu'une fois tous les 15 jours. Et ton organisme, il est assez, il est équipé pour ça. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Et dès l'instant où tu limites dans ton caddie que tu mets beaucoup moins de viande ou de légumes, bah, tu vas te rendre compte que tu peux mettre l'argent ailleurs. Et là, ça te permet d'acheter des légumes qui sont bio, qui sont pas pleins de pesticides, qui sont meilleurs pour toi. Et puis petit à petit, ton alimentation va changer parce qu'en fait, tu manges avec ta tête aussi. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le goût, oui, ok, mais le fait de réfléchir quand tu manges, de donner un sens à ton alimentation, va changer tes goûts. Ok, donc c'est aussi tout un travail à faire psychologique pour changer. Mais c'est un vrai changement de vie, hein. C'est une vraie parce que l'alimentation, ça mène sur d'autres choses après. C'est-à-dire que tu vas changer ta façon de consommer des vêtements, tu vas changer ta façon de consommer des informations. Donc ça permet d'ouvrir en tout cas son esprit à une autre façon de vivre. Comme tu as pu un peu évoquer tout à l'heure, le Covid-19, en fait, ça nous a fait prendre conscience qu'il est possible d'avancer autrement et de changer nos comportements et surtout de nous tourner vers une alimentation plus saine et locale. Alors, j'ai envie de te demander, toi, en tant que chef cuisinier, comment tu envisages l'alimentation de demain? L'alimentation de demain, déjà pour moi, elle sera beaucoup moins carnée, ça c'est clair. Je pense qu'on va drastiquement devoir réduire notre consommation de viande et ça, on le fera de gré ou de force, c'est-à-dire que ou on le fera de gré et ça se passera plutôt bien, ou on le fera de force parce que de toute façon, c'est pas envisageable de produire plus de viande qu'aujourd'hui. Parce qu'on est obligé de faire de la déforestation, parce qu'on est obligé de produire des protéines végétales pour nourrir des protéines animales, c'est d'un ridicule sans nom. Et relocaliser, ça veut dire aussi ouvrir à peut-être des choses qu'on ne fait pas encore. C'est-à-dire, moi, je pense beaucoup à la permaculture urbaine. C'est-à-dire que on a plein d'endroits dans nos villes qui servent aujourd'hui à pas grand-chose, qu'on pourrait transformer en jardin. Aujourd'hui, on sait que la permaculture permet d'avoir des rendements assez forts puisqu'on travaille sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire que la permaculture, c'est mélanger des essences dans un même espace. Ce qui permet d'avoir un bon rendement et ce qui permet de planter plein d'essences différentes, que ce soit des arbres, des plantes, dans un petit espace qui s'aident les unes avec les autres et ce qui permettrait de végétaliser un peu nos villes et de deux, de produire à manger. Parce que le gros problème qu'on va avoir aussi, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas continuer à réduire les forêts pour planter de l'agriculture. C'est juste pas possible. Donc, il faut déjà utiliser les espaces qui sont à notre disposition. Très bien. Alors, on va faire un petit tour déjà du côté des questions pour voir les premières questions qui ont pu arriver. Laurent, est-ce que nous avons des questions sur la permaculture? Il y a Olivier Roubin qui donne des exemples. Effectivement, à Monaco, qui y a des startups qui proposent déjà ces solutions-là. À Marseille aussi, avec une grande serre apparemment en ville. Je n'ai pas eu de question encore. Hein. Ok, très bien.
Bon, bah alors, tu poursuivras. Hein. Mais oui, je reviens sur Monaco où il y a déjà des projets qui prennent forme. Et je pense qu'il faut vraiment pousser dans ce sens. C'est-à-dire que on peut pas continuer ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à tous se ruer dans des supermarchés, à acheter des produits qui viennent de partout dans le monde, qui sont en plus des produits qui ne t'apportent rien. Alors, je parle même pas du côté néfaste que peuvent avoir les pesticides, mais par contre, ils ne te nourrissent pas. C'est-à-dire que c'est issu d'une terre qui est morte, c'est issu d'un produit qui est mort, c'est issu de… Enfin, c'est du non-sens, en fait. C'est vraiment du non-sens. C'est-à-dire que manger une tomate en plein hiver qui n'a jamais vu un brin de terre, je comprends pas comment on peut se dire à un moment donné, c'est bon pour moi. Ah non, c'est Oui, pas il bon. faut manger 2 saisons, effectivement. Il faut manger de saison, il faut manger local, il faut repenser l'alimentation. C'est-à-dire que ce qu'on dit ou ce qu'on dit depuis des années et qui passe d'une oreille et qui ressort par l'autre, à un moment donné, il va falloir que ce soit dit. Et pour que les gens le comprennent, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une… En fait, il faut utiliser les moyens qu'ont eu la grande distribution, c'est-à-dire la publicité. On a réussi quand même à rendre un burger sexy. C'est-à-dire que McDonald's ou Burger King ou toutes ces marques ont réussi à rendre de la merde, enfin c'est de la merde, hein, sexy. Donc je pense qu'il va falloir utiliser aussi ces moyens-là pour rendre le fait de manger vertueusement sexy. Moi aujourd'hui, je suis végétarien, mais quand je dis aux gens que je suis végétarien, pardon, ils ont l'impression que je mange des carottes crues toute la journée. Mais c'est pas ça. Donc il faut recuisiner, il faut repartager et il faut aussi être conscient que moi je suis au début quand je suis devenu végétarien, j'avais envie de changer le monde. C'est-à-dire que je pensais vraiment que j'avais cette capacité-là. Après, mon humilité a fait que je me suis rendu compte que non, en fait, je vais pas changer le monde. Par contre, je peux changer mon quotidien à moi. Et mon quotidien à moi, c'est ma famille proche, c'est mes amis. Je te donne un exemple. Je ne mange que à 80% que des produits bio. Et au début, ma famille, quand ils m'invitaient à manger, c'était un peu chiant. Non, ça je mange pas, ça je mange pas, ça je mange pas de viande. Et en fait, petit à petit, ils se sont mis à acheter des produits de meilleure qualité pour moi quand je venais. Et au final, ils ont fini par le faire pour eux. Donc, le combat, il est gagné. Et si chacun fait ça avec ses envies et qu'il essaye de partager cette vision, je pense qu'on arrivera à faire grandir les populations. Et quel est le déclic qui t'a fait changer complètement d'orientation de Marie-Chantal ? C'est le temps. Le temps, c'est-à-dire que je travaillais 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Enfin, je travaillais vraiment beaucoup. Et puis un jour, j'ai eu envie d'arrêter. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai fait un stop dans ma carrière et j'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut ralentir nos modes de vie. Parce que si on veut avoir le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on mange, sur comment on voit notre alimentation, comment on voit l'alimentation qu'on va donner à nos enfants, il faut le temps. Et donc, le confinement a eu un joli impact là-dessus, c'est-à-dire que les gens ont pris le temps de cuisiner, de réfléchir, mais il faut que les bonnes résolutions, qu'elles soient pas comme celles du 1er janvier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, d'un coup, la machine redémarre et qu'on refait ce qu'on a fait avant. Donc, c'est dommage de pas garder le positif du confinement, je trouve, c'est un peu dommage. Et quel serait ton conseil alors pour pas baisser les bras ? C'est avoir une vision à long terme. C'est-à-dire arrêter. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a des visions à très court terme. C'est-à-dire, nous, on a des visions à notre vie. C'est-à-dire que on a une vision à 20 ans. Les politiques ont des visions à 5 ans, 10 ans, s'ils sont réélus, mais pas plus. Et il faut qu'on ait une vision à 3 générations pour que ce soit viable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise sa carte bleue, il faut qu'on réfléchisse à quel impact on va avoir sur les générations futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on est dans une démocratie et qu'on est libre et qu'on a du pouvoir. On pense que on est le peuple et qu'on a un pouvoir. En fait, c'est pas parce qu'on va voter une fois tous les 5 ans qu'on a quelconque pouvoir. En fait, le vrai pouvoir aujourd'hui, il est dans notre choix de consommation. Donc, à chaque fois qu'on utilise notre carte bleue, est-ce qu'on fait du bien? Est-ce qu'on ne détruit pas la planète? Est-ce que c'est vertueux pour les générations à venir? On a une question qui vient d'arriver de Yann Clément qui demande si une alimentation saine et durable, est-ce que c'est compatible avec la gastronomie d'aujourd'hui ? La gastronomie d'aujourd'hui sera pas celle de demain. Enfin,
et je l'espère. C'est-à-dire que la façon, quand je lis des livres de cuisine qui ont 50, 60, 70 ans, ils n'ont strictement rien à voir avec la gastronomie d'aujourd'hui. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on veut garder la gastronomie d'aujourd'hui ou est-ce qu'on veut déjà réfléchir à celle qu'on mangera demain? Et effectivement, celle qu'on mangera demain sera, à mon avis, beaucoup plus végétale et beaucoup plus vertueuse. Maintenant, c'est l'évolution, en fait. La cuisine française, alors c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir y toucher parce que c'est le patrimoine, faut pas toucher à la cuisine française. Mais elle est évolutive, la cuisine française. Elle est issue d'une espèce de mixité déjà de pays, parce que la cuisine française, c'est aussi la mixité. Et puis elle s'est adaptée, c'est-à-dire que moi, ma grand-mère me cuisinait que avec de la crème et du beurre. Aujourd'hui, ce serait impossible de faire la même cuisine. Bon, la cuisine de demain sera forcément différente. Est-ce que ce changement donc a un impact aussi sur la clientèle des restaurants? La vraie question, c'est moi, la clientèle, c'est longtemps, je me suis dit, il faut cuisiner pour faire plaisir. Ok, mais moi, j'ai dans l'idée une gastronomie qui te permettrait de sortir du restaurant en meilleure ou dans la même santé dans lequel tu es rentré. C'est-à-dire que je n'ai pas participé à te détruire de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que forcément, pas de produits traités, avoir une alimentation plus saine et qu'on cuisine plus sainement. Et là, je vois un des commentaires, je rebondis dessus parce que on me demande est-ce qu'il faut radicalement arrêter la viande? Dans le meilleur des mondes, oui, mais non. En fait, c'est juste pas possible. C'est utopique de penser qu'on va arrêter de la viande tous du jour au lendemain. Mais par contre, si on réduit tous notre consommation de viande, je pense qu'on arrivera à un résultat qui soit tenable. Mais aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est pas tenable. Ok. Est-ce que, alors, on a une question qui vient d'arriver aussi de Audrey Lagarde. Sauriez-vous nous conseiller vers quel producteur se tourner et comment savoir quelles marques de grande distribution se disent bio et en fait font du greenwashing? Alors, quel producteur? Déjà, ça dépend où tu habites. Donc, je peux te donner mes conseils à moi, mais qui vont correspondre à ma région où j'habite. Mais il faut chercher. Il faut chercher, et puis il faut aller à la rencontre des gens, et puis ça demande un investissement un petit peu. Mais il faut chercher un petit peu. Maintenant, est-ce que les grandes anciennes font du greenwashing? Oui, évidemment. Tant mieux et tant pis. Tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a une conscience générale qui est là. Et si des grandes enseignes commencent à parler de bio, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Maintenant, le bio des grandes enseignes est pas forcément un bio qualitatif. Bio, ça veut tout et rien dire. Donc, un bio qui est produit à l'autre bout du monde, quelles sont les contraintes pour être bio à l'autre bout du monde? Moi, j'en sais rien en fait. Ce que je connais, c'est les contraintes de l'agriculteur qui est à côté de chez moi et qui, lui, va me dire comment il produit. Donc là, je sais ce que je mange. Mais hormis aller directement à la source, ça me paraît compliqué. Aujourd'hui, le système des supermarchés qui a eu une légitimité après la guerre, les débuts des supermarchés, c'était fin des années 70, début des années 80, et c'était plutôt une belle idée, c'était que chacun puisse avoir accès à tout. C'était plutôt un beau message. Le problème, c'est que le message a été un peu galvaudé et que tout le monde a tout, c'est tout le monde a de la merde en fait. Donc, il faut ramener. Tout le monde ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que si tu vis dans le nord de la France, tu n'auras pas des fraises au mois de mai, c'est clair. Mais tu en auras au mois de juin. Mais tu les auras pas au mois de mai. Moi, qui vis dans le sud de la France, je pense qu'on vit tous dans le sud de la France. Aujourd'hui, on a déjà des fraises, ce qui n'est pas le cas à Lille. Bon, il y a d'autres choses. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour de la question et des questions qui nous ont été posées par le. Je vais appeler maintenant Olivier. On te remercie, Arnaud. Peut-être que tu reviendras un petit peu pour rebondir sur cette vidéo un peu plus tard, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu nous entends? Yes. Est-ce que tu es avec nous? Super. Merci Olivier, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le fondateur de Mon Panier Bleu. Je vois un petit peu dans le chat qu'on nous demandait des solutions donc de paniers et j'ai vu que tu as pu un petit peu les recommander. Qu'est-ce que c'est Mon Panier Bleu? C'est tout simplement une plateforme d'e-commerce d'alimentation collaborative
de proximité qui se situe dans les Alpes-Maritimes et qui facilite les courses au quotidien des particuliers. Elle est là aussi pour aider à consommer de manière plus qualitative et moins quantitative, et aussi recréer un lien avec les artisans et commerçants producteurs locaux. Mon Panier Bleu, c'est la première plateforme e-commerce de proximité qui s'est lancée sur la Côte d'Azur et même dans la région sud. Et on comprend très bien pourquoi cette solution est avantageuse pour les consommateurs. Il y a des produits locaux qui sont livrés à la maison et l'assurance aussi d'une bonne qualité. C'est donc bien plus que des simples courses faites en ligne en un clic. Qu'est-ce qui vous rend, Olivier, aujourd'hui le plus fier dans cette démarche ? Déjà, on va fêter nos 3 ans en juin prochain. Alors, la plupart d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas. On est un peu anonyme parce qu'on n'a pas les budgets. Arnaud en parlait tout à l'heure, les budgets de faire des 4x3 comme les grandes surfaces pour le bio en euros, par exemple, de matraquer tout le monde là-dessus. Mais on avance. L'idée, c'était moi, à la base, je viens d'un grand groupe mondial informatique qui s'appelle Accenture. J'ai vu des commerces fermés quand je suis revenu de Paris en 2010. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas adapter au commerce de proximité des solutions digitales qu'on propose à des grands groupes. Kawita, notre ami Benjamin qui parlera tout à l'heure, c'est un pro de la question. Donc voilà, et je dis, comment recréer du lien. Il y a des solutions comme ça qui sont apparues en 2015-2016, notamment à Paris. Alors vous connaissez peut-être Kitok.fr pour les box, etc., qui ont été repris par le groupe Carrefour. Ensuite, il y a épicerie.com qui est plus près de notre modèle, qui est à Paris, Lyon, Bordeaux. Ils ont été prise de contrôle par le groupe Monoprix, il faut le savoir. Donc, grosse stratégie, mais ils sont plutôt sur un modèle Uber. Nous, comme le font Deliveroo ou Uber Eats pour la restauration rapide à domicile, il faut savoir qu'ils prennent entre 20 et 30% aux restaurateurs. D'accord. Ce qui, quand on connaît un peu les marges d'un restaurateur, on avait un grand chef tout à l'heure, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire que le restaurateur soit vend à zéro, soit vend à perte. C'est pas comme ça qu'on entend recréer du lien et redonner de la valeur. C'est un service. On parle de produits. Donc, soit c'est des aliments qui sont produits par des maraîchers, donc des producteurs. Pour répondre à une des questions tout à l'heure, un des points d'Arnaud, oui, il y avait une statistique de la Chambre de l'agriculture des Alpes-Maritimes qui date de l'année dernière. 3% uniquement des surfaces dans les Alpes-Maritimes sont cultivables en bio, il faut le savoir. Donc, il faut bien les faire venir de quelque part ou changer quelque chose, comme disait Arnaud, c'est une grosse priorité. Et donc, on a choisi de ne pas faire peser tout le coût du service uniquement sur le producteur, sur l'artisan ou sur le commerçant, mais de partager tout ça. Donc, on prend beaucoup moins aux commerçants, un tiers de moins que Uber Eats, par exemple, ou qu'épicerie. Et on demande aux clients, au lieu de dire comme Amazon ou d'autres, pardon, j'ai cité Amazon, de dire, la livraison est gratuite, tout est gratuit, la qualité est gratuite. Non, messieurs, dames, il y a un prix à payer à un moment donné pour un minimum de qualité. Voilà. Mais le problème, c'est ça ne s'appelle plus du marketing. Vous êtes tous des pros de la question, ou vous deviendrez des pros de la question. Ça s'appelle de l'évangélisation. Et c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Et alors, dans la vie, des fois, dans les malheurs, il y a des bonheurs aussi. Nous, par exemple, le confinement nous a permis de vraiment se faire connaître et d'exploser un peu. On a multiplié nos commandes par 10. On a multiplié le nombre d'utilisateurs par 2, le nombre de followers sur Facebook par 2. Tout ça en un mois. Et derrière, on a maintenu quand même une qualité de service puisque, contrairement à des grandes surfaces ou des drives, nous, on a le taux de satisfaction 5 étoiles sur 5, on l'a maintenu à 98%. Avec des livraisons, avec des artisans, des producteurs locaux, que vous connaissez sans doute, on était capable de livrer à J+2, alors que les grandes surfaces étaient à J+6 ou J+7. Voilà. C'est possible. C'est possible à partir du moment où on part pas sur un système vertical, où il y a des gens qui vont se faire de l'argent en restant derrière un ordinateur ou en décidant de paris, etc. Non. Nous, on a décidé un modèle plutôt d'économie collaborative. On travaille pas on fait pas bosser des gens pour nous derrière notre ordinateur. On travaille avec. C'est pour ça qu'on est tous sur le terrain, moi compris, pour les livrer, pour faire des événements aussi, etc. Et on y croit. Aujourd'hui, on a une trentaine de commerçants, producteurs et artisans référencés.
Alors, dans les questions, on nous pose souvent, bah oui, ah oui, c'est trop cher. Moi, je suis jeune, je n'ai pas les moyens de m'acheter du bio. Bah, comme disait Arnaud, on n'a pas besoin de s'acheter beaucoup. On n'a pas besoin de remplir le frigo. Il faut uniquement acheter ce que notre corps a besoin. Et ça a changé en fait. Moi, je me rappelle mes parents qui remplissaient le frigo à bloc et ont jeté dans la poubelle 40% de ce qu'il y avait dedans. Bah non, on n'est plus là-dedans quoi. Il faut acheter intelligemment et acheter local. Donc, vous nous avez dit que vous avez vu un changement assez flagrant pendant la période de confinement avec une affluence des commandes. Aujourd'hui, on est déconfiné depuis à peu près 2 semaines, un peu plus. Est-ce que les commandes sont aussi importantes que pendant cette crise sanitaire? Alors, je sais pas s'il faut que je sois politiquement correct ou pas. Non, Arnaud, il est là, donc c'est bon, je ne suis pas politiquement correct. En fait, après le déconfinement, en fait, on a gardé entre 20 et 30% des clients qu'on a gagnés pendant le Covid. Okay. Ça veut dire que la plupart, en fait, ils ont pensé pratique. Hein. Ils étaient chez eux, ils avaient besoin d'une solution pour manger, pour se faire livrer. Voilà, ils nous ont utilisé nous et d'autres. Il y a des artisans aussi qui ont livré, il y a des producteurs locaux qui ont livré. Il y avait un exemple qui était cité tout à l'heure. Et puis après, ils sont retournés dans les grandes surfaces, j'ai envie de vous dire, ou quelques-uns sont retournés en commerce de proximité, mais pas tant que ça. Parce que quand je fais le tour des artisans commerçants producteurs qui sont partenaires chez Mon Panier Bleu, il y a eu une grosse baisse de la consommation et pas forcément un afflux de fréquentation, notamment la semaine dernière avec le pont de l'Ascension. Donc voilà, il y a cette posture, cette déclaration quand on voit des interviews de personnes à la télé ou quoi pour se sentir bien. Hein. Arnaud le mentionnait tout à l'heure. Ah oui, mais moi je mange bio, moi je mange local, moi je fais marcher mes commerçants de proximité. Ouais, mais si c'est une fois dans la semaine, une fois par mois, c'est pas ça qui va changer le modèle. Et on en parlait notamment avec MC il y a pas plus tard qu'hier. Nous, on a essayé avec des chefs locaux, avec des professionnels de l'événementiel, des restaurateurs, des plagistes, des hôteliers, de créer un petit collectif sur Facebook pour se dire et après. Parce que tous ces gens-là, attention, hein, ils sont en danger. Et c'est pas un gros mot, hein, c'est pas faire de la politique ou dire des gros mots. Non, c'est vrai. Donc, comment faire en sorte que sur la Côte d'Azur, même si la mentalité c'est chacun pour soi, je prends un maximum et je profite des gens, non, chacun peut avoir un impact. Chacun peut avoir un impact pour que la Côte d'Azur se sorte de là. Sachant que nous, notre grosse part de l'économie, c'est le tourisme. On est la 2e place pour le tourisme et l'événementiel en France derrière Paris et RP. Donc, chacun à son niveau, qu'on soit smicard, rentier, retraité, étudiant, etc., chacun à notre niveau, acheter 20 € de fruits et légumes au marché ou chez les commerçants de proximité, à se payer un petit café en terrasse à 3,50 € chez le bistrot du coin ou une salade à la plage une fois cet été, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça permettra un peu à tout le monde de se relever, de continuer. Sachant que dans ce modèle, il faudra effectivement intégrer quelque chose. On a tous un cerveau. Après, comme disait Arnaud, c'est aussi une question d'éducation, de formation. Celles et ceux qui n'ont pas été éduqués pour cuisiner, pour acheter local, pour acheter de la qualité, etc., ils le feront pas. Et ils ne transmettront pas. Donc c'est ça, quand je parlais non pas de marketing mais d'évangélisation, c'est ça. Et vous qui êtes des pros aujourd'hui et demain du marketing et de la com, vous aurez un grand rôle à jouer, non pas pour faire de l'abattage comme font les grandes surfaces avec le bio 1 €, etc., Acting for Food, j'en passe, c'est des meilleurs, même si des messages sont super bien pensés. On a parlé encore avec MC hier, le Burger King, Burger Clean, c'est super bien pensé, mais c'est pensé pour quelque chose. Voilà, ils ont des millions pour payer des gens à bien penser comme ça. Donc, il faudrait que des professionnels comme vous, de la com et du marketing, vous bossiez un peu aussi pour les artisans, les producteurs, les commerçants locaux, et pour que participer un peu à ce changement d'état d'esprit, sachant que, et c'est un truc que dit Arnaud aussi, à un moment donné, le pouvoir, chacun l'a dans sa poche avec une carte bleue. C'est pas le politique qui décide, c'est votre carte bleue. Et si vous avez vu des dernières études post-Covid, alors l'article m'échappe, je le redonnerai à Sarah dès que possible. Plutôt bien fait. En fait, on a tendance à dire, on ne va plus parler de pouvoir d'achat, on va parler de capacité d'achat, carrément. Et ça aussi, il faut y réfléchir. Et il y a un dernier terme sur cette question. Il y a un sketch de Raymond DeVos, alors peut-être que votre génération ne connaissait pas, mais c'est un comique des années 60, à texte.
Et il parlait, il avait un sketch sur le prix de l'essence. Et il disait, moi, je comprends pas pourquoi les gens râlent, l'essence augmente, l'essence augmente. Moi, j'en ai toujours pour 100 francs. En fait, il en prend toujours un peu moins, mais il paye toujours le même prix. Ben, c'est un peu ça. Consommer moins, mais mieux et local. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà pensé à une stratégie pour récupérer justement ces clients que vous avez touchés une première fois pendant la période du Covid, mais qui sont pourtant repartis dans les grandes surfaces? Alors, déjà, là, c'est pareil. On parle à des pros de la com et du marketing. Déjà, la première erreur à ne pas commettre, c'est une agression à tout le monde. C'est de dire on se lance dans un combat contre les grandes surfaces. C'est n'importe quoi parce que tout le monde achète en grande surface. Donc, on insulte tout le monde quelque part quand on part comme ça. Et comme disait Arnaud, bah oui, la grande surface, c'est un concept qui est né dans les années 50-60 aux États-Unis. Un concept de se dire, bah tiens, je prends un endroit, je mets un toit dessus, je mets tout au même endroit, et bam, bah les gens y vont parce qu'ils trouvent tout au même endroit. Donc génial. Donc mon panier bleu, on a essayé de mettre tous les artisans, commerçants, producteurs alimentaires locaux au même endroit en digital pour livrer les gens. Comment on les ramène? Moi, je suis pas pour une stratégie agressive, encore une fois. Les quelques-uns peut-être qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez bien le type de com qu'on fait. Nous, on est là pour faire de l'information et du partage. On n'est pas là pour forcer la main. Et on est ce qu'on fait en fait. Il y a des gens qui nous suivent et qui continuent avec nous et qui en parlent parce que ils trouvent la qualité, le rapport qualité-prix qu'ils n'ont pas forcément dans les grandes surfaces ou ailleurs. Et à un moment donné, le travail paye. Et aussi le fait que ça soit collaboratif. J'ai un exemple qui me vient en tête. On n'est pas qu'une plateforme digitale, on est aussi humain. 3 exemples. Pendant le Covid, une personne qui a le cancer, qui a une chimiothérapie, là, elle a compté sur nous. Et voilà, une autre personne qui est cardiaque, qui nous a demandé d'aller chez le drive de la grande surface en même temps que les courses Mon Panier Bleu. Pas de problème, on l'a fait. Et puis, un troisième exemple, c'est une cliente, la pauvre, elle n'a pas eu de chance. Ça nous est arrivé 2 fois avec une même personne. Il manquait quelques produits chez un primeur, donc on l'a livré le soir même. Mais bon, voilà, pour nous excuser, on l'a livré un petit panier de fruits et légumes tout à l'heure. Elle était super contente, elle dit putain, c'est génial, vous faites ça. Mais ouais, mais pour nous, c'est normal. C'est normal. Donc ce niveau de qualité, de professionnalisme, de suivi, de traçabilité, oui, on n'est pas qu'un service derrière un ordinateur, il y a tout l'humain derrière. Et c'est pour ça que dire que quelque chose est gratuit ou pas cher, c'est juste pas possible. Il y a des gens derrière. Voilà. Mais on fait tout ce qui est possible pour que le prix, la marge soit la moins grande possible à partir du moment où tout le monde vit raisonnablement, artisans, commerçants, producteurs et prestataires. Alors, on a vu beaucoup de plateformes sortir ces dernières semaines. Je ne sais pas si c'est un effet de mode dans le département, mais notamment l'initiative de Karuta avec la colle qu'on verra plus tard avec Benjamin, ou encore des plateformes lancées par des villes comme à Cannes, à Antibes, à Menton. Est-ce que c'est des concurrents ou plutôt des partenaires pour vous? Aussi, est-ce que vous pensez que du coup, il y a un certain marché de courses en ligne chez les commerçants qui s'ouvre dans le département? Alors, on va éviter la langue de bois aussi. En fait, on était un peu tout seul il y a 3 ans. J'avais fait un pari, alors ça n'a pas payé tout de suite, mais bon, on commence un peu à sortir la tête de l'eau. Et parce que c'est un usage plutôt pour les grandes villes. Donc, on a essayé de venir sur la Côte d'Azur, tiens, ça va venir. Voir des solutions digitales, commerce de proximité qui sortent, tant mieux. Déjà, nous, on n'est que sur l'alimentaire, donc qu'il y ait des personnes comme Benjamin qui trouvent des solutions pour tout type de commerce, c'est bien. Pour tenter de recréer un lien entre les gens et les commerces de proximité, c'est bien. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est là, mais ouais, c'est une super idée qu'ils ont eue avec le click and collect. Après, je partage pas forcément la stratégie, parce que moi, sur l'alimentaire, par exemple, en stats, le click and collect chez Mon Panier Bleu, ça représente 2,5 à 3% de nos commandes. Les gens, la valeur ajoutée, c'est plutôt la livraison. Voilà. Après, on a maintenu le click and collect parce qu'il faut un lien direct entre le client et le commerçant, le producteur ou l'artisan. Voilà. Ensuite, les autres plateformes que vous avez citées, ça a été un peu l'effet Covid, un truc de mode. Vous parliez, oui, il y a la ville de Cannes, ils ont lancé Shopir, je crois, voilà, ça s'appelle. Alors pour la petite histoire, moi j'ai travaillé un peu pour le maire de Cannes pendant plus d'1 an pour un projet de marketplace.
mais de vrais marketplaces pour la peine qui avait un peu toutes les fonctionnalités qu'on a nous, mais à hauteur de tout. Ils ont décidé de prendre une appli sans la commande en ligne, sans le paiement en ligne, sans la livraison, uniquement en annuaire en ligne finalement, avec à terme, d'après ce que je comprends, des bons de réduction, des bons d'achat. Je pense que c'est pas ça qu'attendent les artisans et commerçants aujourd'hui, d'autant plus que cette appli sera payante à terme. Bon. Et après, Menton et Antibes, je connais moins ce qu'ils veulent faire. J'ai cru comprendre que c'était une start-up de Paris qu'ils avaient pris, plutôt qu'une start-up locale déjà. Bon, Benjamin, si tu m'écoutes. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, derrière tout ça, alors sans langue de bois, il se trouve que cette start-up, c'est la fille d'un entrepreneur local qui bosse déjà pour Antibes et Menton, qui l'a. Alors faire un lien de causalité, j'en sais rien, mais bon. Encore une fois, on est ce qu'on fait. Nous, ça fait 3 ans qu'on est là, on a prouvé que ça marche, on a prouvé une qualité de service. Et derrière, il y a de plus en plus d'artisans commerçants qui nous rejoignent. Et on travaille sur une levée de fonds pour aller dans les Bouches-du-Rhône prochainement et dans le Var aussi. On a aussi un gros département de la région parisienne qui nous a consultés. Voilà, on ne dit pas qu'on a raison, mais on a choisi une autre approche. Plutôt que des sites qui sont nationaux ou internationaux et qui sont top-down, nous, on choisit plutôt le bottom-up. On choisit de partir de la base du vrai commerçant, du vrai artisan, du vrai producteur pour digitaliser et non pas l'inverse. Très bien. Alors, on va voir un petit peu du côté des questions dans le chat. Laurent, merci. Comment vous est venue l'idée de Mon Panier Bleu, nous demande Amélie. En fait, j'étais encore chez Accenture et j'ai une amie qui est venue me voir, c'était en mai 2016, je vais la faire courte, rassurez-vous, pour me proposer de monter une boîte avec elle. Je dis, attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je suis en poste, je veux dire, t'as plein de potes qui veulent entreprendre, hein, pourquoi moi? Bon, ok, on a travaillé à plusieurs projets et moi, j'étais redescendu dans le sud en 2010 et j'avais eu pas mal de commerces fermés. Et là, donc, comme je vous disais tout à l'heure, bah oui, j'ai vu Kitok.fr, j'ai vu Épicerie, etc. J'ai dit, tiens, pourquoi on ne prendrait pas ces concepts de marketplace en les adaptant, en fait, à la province? Et après, le nom, bah, c'est avec un panier qu'on fait ses courses. Et le bleu, bah, c'est le bleu, c'est la Méditerranée, c'est la Côte d'Azur. Et Mont, parce que, bah voilà, c'est personnel, c'est à soi, quoi. Et c'est une marque qu'on va conserver, même si on va ailleurs après, parce que, pour une fois qu'il y a un truc qui est un peu humain, un peu de proximité, qui vient du sud, on va pas s'en priver. Très bien. Une question de Cécile Tordeau aussi. Trouvez-vous suffisamment de producteurs agricoles pour alimenter vos paniers en région PACA, en quantité et en variété? Et dans quel secteur l'agriculture de notre région est-elle forte ou faible? Alors, en fait, nous, à la base, le modèle, on avait créé Mon Panier Bleu à la base pour les artisans et commerçants. Les producteurs, vu qu'il y a des solutions type, alors La Ruche qui dit oui, les AMAP, il y a déjà pas mal de solutions là-dessus. On s'est dit, bon, il y a déjà des choses qui se font. Et puis, il y a des producteurs qui sont venus nous voir. Alors, quand je parle de producteurs qui sont venus nous voir, c'est des microbrasseurs, des producteurs de vin aussi, ou d'olives, hein, comme le Moulin d'Opio. Et là, bientôt, prochainement, Riviera pour le miel. On a essayé d'aller voir quelques maraîchers. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué dans les deux sens. Pour eux, en fait, ils n'ont pas des productions énormes et ils sont déjà très sollicités parce qu'ils sont en contrat. Certains d'entre eux sont en contrat avec des petites surfaces du coin, hein, qui ont effectivement, qui font travailler les locaux. Il ne faut pas non plus noircir trop les grandes surfaces. 2, ils fournissent quelques restos. Et 3, après, ils se disent, ouais, bon, je préfère vendre en direct, quoi. Les derniers que j'ai rencontrés à Golfe-Juan, ils ont une boutique. En fait, c'est une GAEC, ce qu'on appelle une GAEC, c'est un groupement d'agriculteurs qui vendent en direct dans leur boutique à Golfe-Juan. On est allé les voir, tiens, on peut vous proposer le collectif, une solution de livraison, machin. Non, je garde ma marge pour moi, hors de question de te la partager avec toi. Bon, au revoir, monsieur Hanna. Quand c'est comme ça, voilà. Donc, il y a ça. C'est encore très, très dur. Et pour finir l'image, il y a 1 an et demi, on était sur un marché à Cannes. La ville nous avait invités pour parler de Mon Panier Bleu et de notre initiative. Il y a des maraîchers qui sont venus nous insulter, quoi. Comme quoi on est Internet, on est les méchants et on va leur piquer les clients, quoi. Alors qu'on est là pour aider. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, ouais, c'est compliqué. On essaye de discuter avec la Chambre de l'agriculture, etc. Le digital, pour les producteurs locaux, c'est encore compliqué. Et comme on disait tout à l'heure, les surfaces cultivables
elles sont pas extensibles dans notre région. Vous savez, c'est très bétonné. Il faut aller plutôt dans le Var. Et ensuite, là où on est très fort, bah, c'est peut-être pas assez connu ou reconnu. On est très fort dans l'élevage. Et il faut aller dans le haut pays pour ça, mais on est très fort dans l'élevage. On est fort aussi dans la partie fruits. Un bon ami d'Arnaud, donc la famille Orso, hein, qui sont très forts, notamment pour les pêches. Voilà, et voilà, on a plein de compétences chez nous, mais après qui ne sont pas forcément mises en avant. Et là-dessus encore, c'est des professionnels comme vous qui demain pourront peut-être mieux mettre en valeur les richesses de notre territoire. Très bien. Merci pour cette intervention, Olivier. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, olivier@monpoignebleu.com. J'essaierai d'y répondre dès que je peux. Pas de souci. Et peut-être que tu pourras rebondir sur les propos de Benjamin un petit peu après. Tu peux venir, Benjamin. Olivier, merci. Est-ce que Benjamin, tu nous entends? Je vous entends. Bonjour à tous. Alors, ça connecte. Super. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, Benjamin, vous êtes dans le web depuis déjà plus de 15 ans. Vous avez occupé plein de postes, vous avez eu plein de casquettes différentes, directeur de la création, webmaster, chargé de production, et vous avez pu travailler pour des grandes marques comme LVMH, Yahoo, American Express. Puis après, vous avez décidé de faire un petit peu une année au vert, si j'ai envie de dire, au Costa Rica. Et votre sensibilité pour le développement durable s'est accrue là-bas. Et en rentrant, vous avez fondé l'agence web Kawita. Alors d'abord, pourquoi Kawita? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, bon, déjà, l'année au vert au Costa Rica, c'était beaucoup pour le surf, hein, on va pas se mentir. Et non, alors le nom Kawita, en fait, c'était un dialecte amérindien du Costa Rica qui, en fait, signifiait signaux de fumée. Et je trouvais qu'en lançant une agence de com, le terme signaux de fumée, c'était un petit peu l'ancêtre ou les prémices de la com avant l'email. Et je me suis dit, ça peut avoir du sens, c'est original. Et en plus, un nom comme ça qui s'écrit C-A-W-I-T-A, ça n'existera pas dans Google. Donc, on sera les seuls si on nous cherche. Et ça donnait un côté un peu unique. Voilà un petit peu l'origine du nom. Alors aujourd'hui, vous avez des clients comme le groupe Unilever, vous avez aussi des hôtels comme le Martinez, le Barrière. Est-ce que la demande est tournée vers des solutions de développement durable? Alors ça dépend. Les grands groupes, comme l'ont évoqué Arnaud tout à l'heure et Olivier, c'est quand même c'est des projets, on va dire, qui ont plus 3-4 ans. Ils sont quand même moins tournés sur tout ce qui va être durable. Ils vont plus être tournés sur des opérations marketing locales, donc on pourrait trouver un sens là-dedans. Mais c'est vrai que sur les grands groupes, ça reste quand même, il y a encore du travail à faire. Il y a encore de l'apprentissage, il y a encore de l'éducation, comme ça a été dit avant, à faire. Il faut que les mœurs changent et il faut effectivement que les techniques de marketing évoluent. Maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. On a déjà eu l'occasion de travailler, par exemple, pour EDF, pour développer des plateformes, des simulateurs qui permettaient de faire des calculs sur de l'économie d'énergie. Donc là, effectivement, ça a du sens. Après, ça reste quand même pas une priorité aujourd'hui et c'est pas non plus la majorité de notre activité. On est quand même beaucoup plus axé aujourd'hui. Je dirais que les grands groupes, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, on est comme tout le monde, ça fait bien sûr comme tous les gens qui vont au supermarché, on y va tous, mais on aime bien aussi acheter chez les petits producteurs. Nous, ça nous fait des références, ça nous permet aussi d'avoir plus de crédibilité auprès des gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de moins en moins dans cette démarche. On travaille de plus en plus en local. Après, il faut savoir qu'il y a des grands groupes comme le groupe Barrière qui va du coup avoir l'hôtel Majestic à Cannes. On n'a pas la sensation de travailler pour un grand groupe parce qu'on travaille en direct avec les équipes qui sont dans le sous-sol de l'hôtel. Ouais, parce qu'ils ont beau avoir des beaux hôtels, ils mettent leurs équipes dans le sous-sol, hein, ils n'ont pas de fenêtre. Ça, c'est quand même assez original. Et on travaille avec eux sur tout ce qui va être de la newsletter, du mailing, de la relance marketing et des mini-sites, on va dire. Donc, il y a une notion de local où on ne travaille pas avec un siège à Paris qui nous envoie des directives, uniquement des chefs de projet en face, mais plutôt des gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact des clients et qui souhaitent créer une activité pérenne et fidéliser aussi une clientèle locale.
parce qu'on sent que ces grands groupes qui, pendant longtemps, ont cherché à avoir toujours des gens qui venaient de l'étranger, aujourd'hui, ils se disent, il y a aussi un marché sur la Côte d'Azur, il y a aussi des gens ici, et ces gens-là, on les fidélise peut-être pas assez, et on devrait mettre l'accent là-dessus et développer des opérations intelligentes qui vont fidéliser aussi les locaux. Voilà. Et quand vous êtes force de proposition dans ces solutions un peu plus durables, est-ce que c'est bien reçu? Globalement, oui. Oui, c'est bien reçu. Après, il y a toujours une difficulté, je dirais, après, par les équipes de terrain à mettre en place les solutions. Parce que il y a toujours on est toujours un peu réfractaire au changement. Et forcément, faire des opérations de terrain et développer plus le contact client, ça demande du temps et ça demande aussi plus de contact. Et du coup, plus de temps, plus de contact, c'est un peu en opposition avec toujours plus de productivité quelque part qui est demandée par le groupe. Donc, c'est pas toujours évident. Mais je dirais que globalement, on est quand même sur un début de bonne voie. Ok. Vous avez aussi décidé d'aller plus loin dans votre engagement en développant des éco-simulateurs qui sont là pour permettre aux internautes d'obtenir des diagnostics en fait sur l'utilisation des énergies renouvelables qui sont dans leur logement. Est-ce une démarche personnelle ou vous avez répondu à une nouvelle demande du marché? Non, alors ça, c'était vraiment une démarche personnelle. On a rencontré à l'occasion d'afterwork, soirées ou autres, différentes personnes et ça s'est créé. Il y a eu une petite émulsion qui s'est faite entre plusieurs startups du coin et on s'est dit peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Et donc ça, c'était en 2008-2009 et après, ça a pas mal évolué. Mais effectivement, j'avais créé un simulateur en fait qui permettait de calculer les économies possibles pour une famille qui souhaiterait installer des panneaux solaires sur son toit pour soit chauffer l'eau ou soit produire de l'électricité et éventuellement la revendre à EDF puisque c'est compliqué de stocker et de l'utiliser pour soi. Donc on a fait un système en fait qui permettait de géolocaliser sa maison sur Google Maps et de voir un petit peu l'orientation de son toit et ce qu'on pouvait générer en kilowattheure. Sauf qu'on s'était rendu compte que les kilowattheures, et vous avez tous vu une facture d'EDF, clairement on comprend rien quoi. On voit qu'un truc, c'est ce qu'on paye en bas, on trouve que c'est toujours trop cher. Donc nous, on a changé l'approche en disant, on va pas vraiment parler de kilowattheure, mais on va plutôt dire aujourd'hui, vous payez tant d'euros par mois ou par an. Si vous passez au solaire, vous pourriez économiser tant d'euros par mois ou par an. Et derrière, en fait, il y avait une notion déjà à l'époque de circuit court, puisqu'on apportait une information qui jusqu'à présent était délivrée que par un professionnel qui venait chez vous faire une étude. Donc il y avait un camion, 2 bonhommes qui se déplaçaient, qui passaient une matinée. Vous, il fallait poser une matinée parce que c'était en semaine pour les recevoir, puis attendre une semaine pour avoir un devis qui allait vous dire que ça allait vous coûter tant et que vous alliez peut-être économiser tant. Alors que là, ça se faisait en 3 minutes. Vous receviez l'étude par mail et derrière, si ça vous intéressait, vous pouviez être mis en relation ensuite avec des gens qui pouvaient venir vous installer ça. Et on avait aussi créé toute une base de données des aides que l'État proposait pour l'installation du solaire. Comme ça, le calcul, il allait jusqu'au bout, quoi. On voyait vraiment ce que ça coûtait, ce qu'on récupérait en crédit d'impôt et quelles étaient les économies sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et ce que ça apportait. Et en même temps, il y avait cette démarche de dire je fais une action en m'auto-équipant pour aller de plus en plus vers l'autonomie énergétique. Et ça a bien marché? Vous avez eu beaucoup de... Ça a très bien marché. On a eu des dizaines de milliers de tests. Donc, on a vraiment eu beaucoup de gens. Ça a permis aussi à plein de gens de se rendre compte qu'il n'y avait pas que sur la Côte d'Azur qu'on pouvait faire du solaire, contrairement aux idées reçues. Et de là, en fait, on a racheté 2 magazines qui étaient exclusivement sur Internet, qui s'appelaient Univers Nature et Marcel Green. Et à partir de là, on s'est mis aussi beaucoup à communiquer, à travailler avec des rédacteurs et à faire beaucoup d'articles sur tout ce qui était écologie, développement durable. Donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Et il y a toujours beaucoup de trafic sur ces sites, il y a toujours de l'information pertinente et il y a toujours de l'activité, il se passe des choses. Alors maintenant, le solaire, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'y a plus d'aide de l'État réellement dessus, donc ça intéresse un petit peu moins. Mais c'était une démarche, en tout cas, pour revenir sur le démarrage de la question, qui était vraiment interne à l'agence. On a eu vraiment cette volonté de lancer ça et ce n'était pas un projet pour un client sur lequel on a rebondi, quoi. Après, le solaire, c'est plutôt rentable. Vous disiez qu'on peut revendre après à EDF le surplus. Même si on n'est pas sur la Côte d'Azur, ça peut être rentable. Ça peut être rentable, exactement, et ça peut servir à vraiment beaucoup de choses. Et ça peut surtout être très rentable si on décide de
l'utiliser pour la production d'eau chaude. D'accord. Voilà. Donc, on a vu que vous avez plein de cordes à votre arc, mais il y en a encore. Vous avez aussi créé un espace de coworking qui s'appelle La Belle Verte, qui se situe à la Colle-sur-Loup. Alors, il est évident que c'est une offre essentielle pour des habitants excentrés des centres-villes. C'est capital pour vous de créer ce genre d'endroit qui favorise l'économie circulaire? Alors ouais, alors effectivement, je l'ai co-créé en 2015 avec Françoise Lelièvre, que beaucoup de gens connaissent puisqu'elle est intervenante aussi. Ça paraissait en fait avoir beaucoup de sens quand on était une agence web qui démarre, qui cherche des projets, de se dire c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on va pouvoir s'installer et voilà, partager d'autres gens. Et en fait, on a même agrégé nos équipes internes grâce à ça, par le fruit de rencontre. C'est une intelligence collective finalement, un partage de ressources. On a des salariés aussi, on n'a pas que des entrepreneurs, contrairement aux idées reçues. On a des salariés qui, par exemple, travaillaient pour des groupes qui payaient des bureaux pour 2 personnes à l'Arenas, alors que c'est des gens qui habitaient, je ne sais pas, Cagnes-sur-Mer ou la Colle-sur-Loup, qui finalement ont décidé de prendre des abonnements chez nous. Donc finalement, ça coûte moins cher pour l'entreprise, ça fait moins de déplacements et ça permet aussi à ces salariés de ne pas être isolés dans une bulle où ils étaient juste 2. Donc finalement, ça tourne un peu en vase clos, alors que là, il y a un vrai échange, il y a un vrai partage, il y a des animations, il y a de l'afterwork, il se passe plein de trucs, il y a de l'émulsion. Et ça avait encore plus de sens puisque, comme on travaille aussi avec pas mal de startups, c'est toujours différent de recevoir des clients ou d'avoir des startups qui viennent voir une boîte à qui ils vont confier un projet pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les différentes idées, dans un espace de coworking où on se rend compte que il y a plein de monde. Et en fait, ça arrive fréquemment que quelqu'un vienne nous voir parce qu'il a une idée, il veut créer un site, et derrière, on lui dit, attends, allez, j'ai besoin d'un comptable. Oui, à l'étage, il y a un cabinet d'experts comptables. Du coup, on les appelle, on boit un café, on discute tous ensemble, et après, on les laisse. Et voilà, il y a eu une connexion. Ça, c'est l'exemple qui montre que le coworking, c'est le circuit court pour le travail, pour l'entrepreneuriat même. Et après, même au-delà, puisqu'il y a aussi des relations amicales qui se créent, il y a des affinités, enfin, il y a des gens qui sont plus membres, mais qui continuent de venir aux événements. Ça crée un écosystème vertueux, voilà, je dirais. Et ça permet de ne pas être, du coup, en cercle complètement fermé. Et même au-delà de ça, on a installé, du coup, nos équipes. Alors, on a 2 coworking maintenant. On en a ouvert un autre depuis janvier à Antibes, pas loin du Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Et nos équipes peuvent travailler depuis n'importe quel coworking. Et les coworkers, c'est un peu comme les salles de sport FitLane. Vous allez travailler à Antibes, à la Colle, où vous voulez, c'est le même prix. D'accord. Bon, j'espère que nos étudiants ont été sensibles à vos propos et vont aller travailler un peu dans des espaces de coworking quand ils ne savent pas où aller. Ok, avec plaisir. On a pu aborder tout à l'heure avec Olivier le fait que vous avez aussi créé une solution de click and collect. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette solution? Oui, alors on a été mandaté par la mairie et l'office de tourisme de la Colle-sur-Loup. Ils sont venus nous voir le 30 avril. Alors, pour la petite histoire, si on reste dans cette logique du circuit court et très court, l'office de tourisme, ils sont en face du coworking La Belle Verte. Donc, il y a 500 mètres. Donc, ça prenait encore du sens de travailler ensemble. Donc, on travaillait déjà ensemble pour leur site, leurs réseaux sociaux. Et ils sont venus nous voir et nous ont dit, voilà, on a un projet, on voudrait aider les commerçants à récupérer de la trésorerie, puisqu'aujourd'hui, ils sont fermés, les coiffeurs, les restaurants, les galeries d'art. Enfin, c'était vraiment complètement disparate en termes de commerce. Quand même. Un petit village comme ça, il y a de tout, quoi. Même on a même des artisans, voilà, des gens qui sont dans le bien-être, massage ou autre. Ils nous ont dit, on aimerait bien qu'ils puissent récupérer en fait de la trésorerie rapidement. On est le 30 avril, est-ce que tu peux nous sortir un truc en 8 jours? 8 jours, ça relevait un petit peu de l'opération commando, puisque pour faire une plateforme, monter un site e-commerce marchand, et je pense que Olivier, il va savoir de quoi je parle, ça se fait pas en 8 jours, quoi. C'est juste impossible. Donc là, moi j'ai bien aimé l'idée, tout le monde s'est dit on va relever le challenge. Allez, on va le tenter, on y va. Et en fait, on a mobilisé la moitié de nos équipes, mais quasiment jour et nuit, quoi. On a travaillé pendant 8 jours et le 8 mai, on le lançait.
l'application. Donc, il y a eu un gros boulot qui a été fait par la mairie qui a pris le temps d'appeler ou d'aller au contact de tous les commerçants pour leur dire on est en train de faire une plateforme, il va falloir se connecter dessus, puisque le concept, c'est de faire un marketplace dans lequel chaque commerce peut se créer sa fiche avec son logo, ses produits, son prix, et ensuite, chaque internaute qui le souhaite, en l'occurrence les habitants de la Colle-sur-Loup, pouvait commander une prestation, donc par exemple 20 € chez le barbier ou chez le coiffeur, et se dire, quand le déconfinement sera annoncé, vous montrerez le petit voucher pour votre téléphone avec votre achat à votre barbier, puis il vous fera la prestation. Donc là, il y avait un double challenge parce qu'il fallait créer le site internet, la plateforme avec tout ce que ça implique derrière techniquement, la gestion du marketplace, la gestion du dispatch des paiements, puisque comme ça a l'air simple, mais un paiement par carte bleue qui arrivait sur la plateforme, derrière, il fallait le dispatcher sur tous les sous-comptes de tous les commerçants, donc il a fallu tous les connecter avec une solution de paiement en ligne dans un temps record. Donc, on a utilisé Stripe, qui est très utilisé par Deliveroo, Uber Eats, Airbnb. Il a fallu faire de l'éducation en mode hyper rapide, puisqu'il y en a plein qui n'avaient même pas de site internet, qui ne savaient même pas utiliser tout ça. Donc, il y a eu une vraie opération de terrain pour convaincre tout le monde dans un temps record. Il y a eu une opération aussi relation presse pour en parler, pour faire le buzz sur ça, pour dire voilà, c'est maintenant nos commerçants. On a ouvert le 8 pour les commerçants et on a ouvert le 9 ou le 10 pour les internautes. Donc, du coup, à partir du 10, les gens ont commencé à venir dessus, à commander, et à acheter des prestations, et du coup on a déclenché ce cercle et ce marketplace qui ensuite a pour vocation à continuer sur d'autres projets à terme, mais surtout à proposer une vitrine et de la visibilité pour des commerçants de la Colle-sur-Loup. Très bien, on va faire un petit tour dans les questions du chat. Ok. Les solaires sans aide de l'État n'est-il pas un vrai challenge de com plutôt? L'écologie doit devenir un choix individuel, nous dit Franck. Alors, c'est vrai, l'écologie, même je dirais, doit être un choix individuel, effectivement. Après, il y a eu beaucoup de com là-dessus, mais il faut quand même faire la part des choses. Il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent, qui nécessitent un investissement, mais si on les calcule bien, on se rend compte que sur le long terme, c'est rentable. C'est rentable et ça apporte quand même quelque chose. Et ça, tout ce truc de l'écologie et du solaire, c'est qu'il y a beaucoup de com qui envoient un petit peu des écrans de fumée pour dire faites ça, vous allez gagner de l'argent, vous allez baisser. Et derrière, il faut prendre le temps de se documenter, de réfléchir et de voir si c'est rentable, parce que c'est pas rentable pour tout le monde en fonction de la configuration. Et il y a un travail, en fait, il faut un peu creuser pour voir si c'est adapté à chacun ou pas. Très bien. Une autre question, Laurence, s'il te plaît? À quand un espace Label Vertanis, nous demande Sophie. Alors, on aimerait bien, mais il y en a déjà pas mal. Il y a les satellites, il y a la Verrière, tout ça, donc on les connaît, c'est les copains, donc on n'a pas envie d'aller, voilà, exactement, le labo, voilà. Donc on n'a pas pour vocation aujourd'hui à devenir un coworking de centre-ville. Nous, on a toujours voulu se positionner comme étant un coworking, je dirais, de proximité, mais plutôt entre guillemets je ne vais pas dire d'arrière-pays, parce que la Colle-sur-Loup, c'est quand même que 5 minutes de Polygone Riviera, faut pas l'oublier, mais c'est plutôt un coworking, voilà, pour des plus petites zones, des plus petites villes. On dit dans le jargon, c'est un coworking familial ici, voilà. Coworking de ville, tout de suite, c'est une plus grosse machine et on n'est pas encore dans cette veine-là. Mais peut-être un jour. D'autres questions? Yann vous demande où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Avec encore 10 nouveaux projets à faire. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Tout le temps, la soif des nouveaux projets. Voilà, mais toujours dans un coworking. Très bien. Est-ce que Olivier ou Arnaud veulent rebondir sur les propos de Benjamin? Est-ce que vous, Benjamin, vous aviez des questions à l'un ou à l'autre? Ouais, moi j'avais des questions, une ou deux questions sur le parcours d'Olivier, justement sur tout son process et sa création de start-up et digital, sur comment s'était passé un peu l'épopée, quoi, entre le moment où il y avait eu l'idée, le moment où il a travaillé avec une agence et le moment où la première version bêta est sortie. Est-ce que ça avait été, quel temps il s'était écoulé entre l'idée et ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'il y avait eu comme perte et qu'est-ce qu'il y avait eu comme, j'entends par perte, qu'est-ce qu'on a mis comme fonction de côté et qu'est-ce que finalement on a rajouté?
Alors déjà, depuis qu'Alexandra me parle de toi, il faudrait qu'on arrive à se voir avec une bière et on a du temps pour en parler. Une bière locale, bien entendu. Ouais, avec plaisir. Non, pour la faire courte, bah moi, j'étais parti parce que je suis un ex-Accenture, donc tu te doutes bien que même si j'étais dans la partie juridique, je connaissais un peu tout ce qui est strat, etc. Donc voilà. J'étais parti pour faire du local entre locaux, donc j'avais trouvé une petite boîte qui à l'époque était Antibes, Coco Labs, je sais pas si ça te parle. Ils sont connus pour les marketplaces en fait. J'ai voilà, on avait gratté un petit cahier des charges et voilà, il dit bon bah ouais, on va partir avec des locaux. En fait, c'est du full open source et tout ça. Et en fait, la promesse était belle, mais on s'est retrouvé avec un outil où il manquait plein de trucs. Enfin, on a voulu paralyser le go live avec les retours utilisateurs. On a perdu 6 mois, donc on a perdu plein de clients. Enfin, bon, c'était un peu le bordel. Le référencement, c'est pas terrible par rapport à Cocorico. Bon bref. Donc, du coup, bah, on a fait avec les moyens qu'on avait. Hein. Tu vois, j'avais pas 400 000 balles pour aller voir Miracle ou Iceberg pour une V1, tu vois. Et après, il y avait aussi la question, ça sert à rien d'investir massivement parce que c'est un nouvel usage là dans le coin où on est, donc fallait voir aussi. Et du coup, bah, on a continué comme ça. On a arrêté avec Coco Labs. Mon associé qui est architecte digital a repris un peu en main le truc. On a un peu fait évoluer comme on pouvait. Là aujourd'hui, on a un truc qui est utile, qui est utilisable. Voilà, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais par contre, voilà, si on travaille sur un dossier de levée de fonds d'ici la fin de l'année et si on y arrive, voilà, il faut absolument qu'on ait un truc qui est vraiment scalable et robuste si on veut aller du côté des Bouches-du-Rhône et un peu ailleurs. Et de toute façon, oui, Alexandra fait beaucoup de lobbying et ouais, il faut qu'on se capte très très vite ensemble. Ok, bah, ce que tu dis, c'est vraiment ça. Ce qu'on constate tout le temps, c'est qu'il faut aller tester le marché le plus vite possible. À un moment donné, il faut arrêter de mûrir une idée pendant 8 ans. Il faut la lancer et il faut voir, il faut qu'elle se scale tranquillement et qu'elle soit surtout confrontée au marché, puisque ça ne sert à rien de faire un truc qui parfois va pas être adapté ou tant qu'on l'a pas mis en route, on ne sait pas ce qui se passe et il faut évoluer petit à petit, quoi. Après, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que des villes ou des agglos du département aillent chercher des startups à Paris ou je sais pas où, ou alors plus près de chez nous, mais qui sont complètement à côté de la plaque, alors qu'il y a des boîtes comme la tienne qui bossent pour des grands comptes, qui ont déjà plein de choses à voir et qui ont rien à prouver. D'après ce que vous avez fait à la colle en quelques jours, c'est un truc de dingue. Enfin, franchement, Alex, elle m'avait dit ça, je dis mais sérieux, vous avez fait ça sérieux? Bon, non, franchement, top. Et donc voilà, donc on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit. Ça marcherait tellement mieux si tout le monde travaillait ensemble sur la Côte d'Azur, mais Ouais. on est né ici, on est là depuis longtemps, donc on sait comment ça marche. Ouais. Ouais, après, je suis pas persuadé que ça vienne de la région. Hein, c'est un peu partout pareil aussi. Hein. Mais on se rend compte que finalement, le monde est petit, parce que finalement, on se connaît tous sans vraiment se connaître, mais par gens interposés. Et c'est la force, elle est là en fait. La force, elle est dans le ensemble. Tout à l'heure, tu parlais d'humain, le fait de remettre de l'humain. Tu vois, tu disais, tu offrais à tes clients des services que un supermarché ne donnait pas. C'est juste, en fait, la notion en plus, c'est qu'il y a un humain entre le consommateur et le produit. Et, mais pour nous, c'est normal. Bah oui. C'est comme toi, je me rappelle, je suis déjà allé bouffer chez toi. Voilà, pour toi, c'est normal de recevoir tes clients comme ça. C'est normal de traiter tes fournisseurs comme ça et ton équipe comme ça. La preuve, ta seconde qui a pris ta suite, voilà, tu l'as chouchouté, machin, et maintenant elle explose. Tu donnes les moyens de s'exprimer. Oui, mais après, moi, ça me nourrit aussi, tu vois. Je me nourris de la réussite des autres. Ouais, mais ce qui est normal pour toi n'est pas forcément pour les autres. Oui. Oui, mais c'est là où il faut changer les formats. C'est que on doit se nourrir de la réussite des autres et pas. Ta baraque. Ouais. Bon, Benjamin, il faut que tu nous sortes un programme Tabarak, tu vois. On va trouver. Mais de toute façon, Benjamin, je te rappelle après. Ok. Une question justement qui vient d'arriver pour Benjamin. Travaillez-vous sur la RSE et la réduction de votre empreinte carbone au sein de votre agence Kawita liée au digital? Ouais, on essaye. Il y en a on essaye d'aller travailler en trottinette électrique, en voiture électrique. On essaie de limiter le café Nespresso et d'utiliser plutôt des cafetières à l'ancienne. On essaie de faire tous ces petits trucs-là. Après,
C'est pas toujours évident, mais déjà, on peut dire que oui, on limite l'empreinte carbone déjà, entre guillemets, grâce aussi au confinement, puisqu'on a énormément développé les visioconférences. Avant, des fois, on se déplaçait, on perdait une demi-journée pour une demi-heure de rendez-vous, quoi. Je rebondis là-dessus parce que c'est hyper intéressant, mais parce que on montre du doigt souvent là. Tu dis, est-ce que toi tu fais bien, tu vois, est-ce que toi tu et en fait je pense que c'est pas un bon schéma moi de demander déjà si tu fais bien ou pas. Tu fais déjà ce que tu peux. Et la vérité c'est est-ce que la trottinette électrique c'est bien, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va foutre des batteries, on n'en sait rien. En fait aujourd'hui c'est pas de savoir si tu fais bien, c'est savoir si tu fais pas. Et c'est pour ça que je reviens à ça. C'est en fait, il y a pas de bons déchets, il y a que des mauvais déchets, et il n'y a pas de bons trajets, il y a que des mauvais trajets, sauf si tu les fais à pied. Donc, je pense que le Covid nous a servi à ça. Moi, j'ai annulé plein de rendez-vous sur Paris en leur disant mais pourquoi je me déplacerais en fait. J'allume mon ordinateur, on se voit, on se parle. Ouais. Pourquoi je vais monter dans un train ou dans un avion pour venir faire quelque chose que je peux faire de chez moi. Il y a un contresens monumental et ça nous a permis à ça. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, Exactement. les 3/4 de nos déplacements sont complètement inutiles. Donc savoir après si le peu que tu fais, tu les fais en voiture ou en trottinette, honnêtement, moi je m'en fous. Si déjà t'en fais plus que la moitié. Il y a un autre truc à prendre en compte, c'est l'évolution du télétravail en France. Pour ma part, par exemple, c'était en 2007, j'ai été le premier télétravailleur chez Accenture en France. Truc de dingue. Parce que j'étais à la direction juridique, donc j'ai pu me démerder. Voilà. Mais j'étais le premier. Ils ne savaient pas comment me gérer, tu vois, télétravail. Wouh. Alors qu'aux États-Unis, 85% des gens travaillent en télétravail. Le business se fait à 85% aux États-Unis par télétravail. Des gros contrats à plusieurs millions de dollars, c'est par visio ou par télétravail. Ah, tu vois, le présentiel, en fait, est bon. En France, si on arrive à 20 à 30%, ce sera déjà pas mal. Par contre, il y aura un impact aussi sur la consommation locale, puisque les gens vont avoir besoin, vu qu'ils seront un peu moins mobiles, donc un peu plus de temps pour eux, chez eux, leur famille, leur machin. Du coup, plutôt se faire livrer, etc. et regarder ce qui se passe chez eux. Donc ça aussi, c'est peut-être un vecteur important à regarder pour nos amis communicants et marketeurs. Mais c'est vrai ce que vous dites tous les deux. Et nous, on l'a mis quand tu disais déjà faire bien, pas faire, ou comment tu vois le truc. Nous, déjà, chacun fait un peu, on est en mode entreprise libérée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui bossent avec nous, et j'insiste bien là-dessus, hein, c'est pas les gens qui travaillent pour nous, c'est les gens qui travaillent avec nous parce que ça change tout. Ils viennent au coworking, ils viennent pas, ils sont en télétravail, ils ont besoin d'aller, je sais pas, chez le dentiste le matin ou changer un pneu sur leur voiture et ils arrivent à 11 heures. En fait, on s'en fout. Ils s'organisent, ils se débrouillent et du coup, ça crée déjà une bonne synergie, ça crée un bon esprit d'équipe, même si on n'est pas toujours tous ensemble et finalement, tout le monde est content de se retrouver de temps en temps, un jour par semaine, mais chacun s'organise comme il veut. Et je pense que ça doit déjà partir de là, qu'il faut qu'il y ait de la confiance, que chacun puisse s'organiser plutôt que d'essayer d'imposer toujours un système qu'on a toujours connu. Par exemple, tu viendras du lundi 8h jusqu'au vendredi 18h. Et c'est comme ça, c'est une règle, il faut que ce soit flexible. Et c'est ça le début du changement. Parce que chacun se fait confiance et après, chacun va du coup apporter un truc nouveau et sa pierre à l'édifice dans la manière de travailler tous ensemble. Ouais. Et je rebondis là-dessus, c'est que l'écologie donneur de leçons, ça marche pas, ça fait 30 ans qu'on le fait. Ça marche pas. Et moi, j'étais hermétique au possible à ce genre de discours. C'est-à-dire que moi, quand tu me montres du doigt et que tu me dis ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, ça a une petite tendance c'est répulsif chez moi, quoi. Tu vois, par contre, plutôt que de dire aux gens tu fais pas bien ou ça c'est pas bien, ou plus dire mettre l'accent sur le beau, sur le bienfait, sur le vertueux, sur les gens qui font bien, justement, plutôt que… C'est facile de taper sur McDonald's en disant que c'est de la merde, mais en fait, on s'en fout. Il vaut mieux aller chercher le petit restaurateur qui fait bien et mettre l'accent sur lui et en parler de lui. Ça n'a aucun intérêt de parler des gens qui font pas bien. Alors, il y a une question là, une super idée d'ailleurs, qui était sur le côté là, c'est par Jeanne, je crois, qui voulait communiquer une communauté de gens engagés dans la région. Alors, je parle d'une expérience qui est assez récente. Au moment du confinement, en fait, avec deux chefs, donc Yves Terrillon, que tu connais peut-être, Arnaud, à Antibes, et quelques autres, notamment, il y a eu Christian aussi à Antibes, qui est Saint-Esprit.
Et d'autres, Christian Morisset. voilà, événementiels, etc. Ça a groupé à quelques-uns et on s'est dit, il faut penser à après là, parce que il va y avoir des morts, il va y avoir des problèmes, et essayons d'être tous ensemble, de trouver des solutions pour s'entraider. En fait. L'idée était bonne, hein. Créer un petit groupe sur Facebook pour des idées, partager des choses, etc. On s'est retrouvé un groupe à 70, 80. Le problème, c'est que sur les 80, il y en a 5 ou 6 qui cherchent des solutions pour les autres ils prennent. Ouais. Donc, Jeanne, c'est une super idée que tu as. Par contre, comment s'assurer que les personnes qui seront dans la communauté seront vraiment engagées dans ton sens? Et je pense que c'est un bon terme, engagé que tu as. C'est génial. Sinon, c'était dégagé. Il fallait sortir. Mais voilà, donc, et ce qui est le plus long, et c'est ça, en fait, hein, par exemple, voilà, Benjamin, c'est un mec très bien, et on m'en parle depuis 2 ans, et on s'est toujours pas vu, quoi. Arnaud, c'est pareil, on se connaissait par intermittence, on s'est vu pour la première fois il y a 1 an, et là, on va peut-être bosser ensemble et tout ça. Donc, et donc, en fait, le plus long, Jeanne, c'est rencontrer des gens qui sont dans la même onde que toi. Et qui soient dans la même direction que toi. C'est super long parce que sur la route, des bras cassés, t'en rencontres plein qui vont te faire perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de toi aussi, de la confiance en toi, pour quelques bienveillants sur le chemin, quoi. Et je crois que dans l'équipe Media School, il y en a quelques-uns qui vous encadrent, qui vous entourent, qui vous portent, qui vous emportent d'ailleurs. Et donc voilà, donc ton projet est génial. Moi, si tu ouvres ça demain, pas de problème, je serai un des premiers. Mais ma question pour toi, c'est comment tu t'assures que 100% des gens seront vraiment engagés et vraiment en mode collaboratif, comme dans les espaces de Benjamin, plutôt que des gens qui seront là pour gratter, quoi. Qu'on touche, hein, c'est important. Et puis on en reviendra sur l'affinité des uns et des autres sur ce secteur durable, parce qu'on a créé une Green Team au sein de l'école. Mais ça viendra ce sera la clé de fin de ce climat pour notre dernier rendez-vous. J'ai vu une question aussi passer de la part de Cécile Tordeau qui vous pose une question sur la data. Comment rendez-vous plus green vos data? Est-ce que vous y travaillez? Indirectement, parce que nous, en fait, la data, elle est pas déjà en termes d'hébergement, c'est pas quelque chose qu'on a en interne. Donc, on fait confiance à des prestataires qui, eux, mettent tout en œuvre en fait pour avoir des serveurs, des choses, on va dire, de manière plus écologique. Maintenant, ça reste un peu opaque quelque part hein, sur ça. Hein. Ça reste de la com qui est faite par tel hébergeur, OVH, Online, qui sont quand même des grosses machines. Hein. Donc là-dessus, on sait pas vraiment. On a un peu de vision, mais ça reste quand même assez léger. Après, on essaye de travailler aussi avec des hébergeurs locaux, parce que forcément, ça a du sens. Maintenant, c'est pas toujours évident par rapport à des contraintes techniques. Donc ça fait partie effectivement de en fait, c'est un petit peu notre sujet 2020 celui-là. Donc c'est un peu précoce pour apporter une réponse. C'était peut-être un peu mis de côté jusqu'à présent parce que c'est pas non plus notre cœur de métier. C'est un peu la finalité ou la conséquence de ce sur quoi on va travailler, mais c'est pas notre cœur de métier direct. Alors nous, on a à notre petit niveau. Alors déjà ma casquette juriste high-tech. Ce qui est RGPD, je connais un peu. J'ai fait un peu de consulting là-dedans d'ailleurs. Donc déjà là-dessus, sur la data en particulier, nous, on a pris le parti d'utiliser de la data uniquement pour la gestion de nos commandes, le suivi de nos clients avec les commerçants et les newsletters. Point. Cette donnée n'est partagée avec personne d'autre. Et ça, c'est un engagement. On a une traçabilité là-dessus. Ensuite, pour la green data, je suis d'accord avec Benjamin. Il y a beaucoup de com là-dessus. Alors, nous, on travaille avec un hébergeur qui s'appelle Planet Hoster. Nos données sont hébergées à Clermont-Ferrand. Alors, quand on a des problèmes, par exemple, on a eu une petite histoire drôle avec des Canadiens. Le gouvernement du Québec a créé un site pour les commerçants du Québec qui s'appelle lepanier-bleu.com. Et du coup, ça nous a craché notre serveur un dimanche soir à 20h. On a eu 13 000 connexions de Québécois qui venaient sur mon panier bleu dans le sud-est de la France. Ouais. Mais c'est ça aussi, les problèmes de la data dans le monde. Mais on a une approche low-tech. On nous a souvent fait la critique, ah oui, mon panier bleu, c'est chiant, il n'y a pas d'appli. Ah non, on a un site qui est responsive, donc tout type d'écran. Ça m'a paru, c'était pas une priorité, et Benjamin, tu me diras, c'était pas une priorité dans un premier temps, tu veux acheter de la bouffe sur Internet, tu as un site qui est responsive, ça suffit. L'appli, ça vient dans un deuxième temps quand tu as des services clients en plus ou machin, mais
La mode, ça va vous dupliquer les datas, ça vous duplique tout. Voilà. Et l'autre truc, par rapport aux données, c'est pas dans le sens de la question, mais c'est important pour moi, la logistique. Tous les sites qui sont à Paris, donc tous les sites là qui centralisent tout, ils vous vendent des solutions, de la bouffe, des box, tout ce que vous voulez, et tout ça, ils vous l'envoient de Paris à la région parisienne après. Donc vous avez des canaux logistiques qui se dupliquent à l'infini. Alors que, Arnaud, il connaît ça par cœur, l'alimentaire, c'est ce qui est à côté de chez vous. Et c'est pour ça que nous, Mon Panier Bleu, à la base, c'est pas un site national, c'est un site de territoire. Là aussi, voilà. Donc on a cette logique-là, low-tech pour construire notre site et même notre V2. On n'est pas sûr pour l'appli. D'ailleurs, ce sera peut-être une discussion avec une bière, Benjamin, à l'occasion. Mais voilà, donc la green data, c'est déjà limiter les données qu'on utilise, pourquoi on les utilise. Et après, il y a la loi qui nous aide, puisque le RGPD que vous avez peut-être traité en cours, le RGPD, un des principes RGPD, c'est la minimisation des données et limiter l'utilisation de ces données pour votre purpose poursuivi. Donc, du coup, économiquement, ça a du sens de limiter les données, vous limitez l'hébergement, donc les coûts d'hébergement, etc., etc. Et puis, il y a plein de choses que vous n'avez juste pas besoin, quoi. Donc, voilà, donc ce principe vertueux-là. Voilà. Après, quand vous êtes dans une logique vraiment marketing, one-to-many ou B2C, bah, faut que vous fassiez de la pub et il faut que vous soyez au maximum à bloc. Et là, c'est pas de la green data, quoi. Merci en tout cas pour ces bels échanges, messieurs. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous qui aura pour thème la disruption au service d'une société économique et écologique. On sera en présence de 2 docteurs en philosophie, Dimitri Sandler et Déborah Blick, qui sont fondateurs chez L'Air de Rien. Je vais rappeler Marie-Chantal et Franck pour qu'ils puissent vous souhaiter à vous aussi une bonne soirée et vous remercier une nouvelle fois. Merci Sarah. Merci. Merci tout le monde. Voilà. Merci Benjamin, merci Arnaud, merci Olivier. Vous nous avez, cette fois encore, comme la semaine précédente, vous nous avez vraiment animés de votre envie de nous inscrire dans ce changement-là. Franchement, et avec vos convictions, vos personnalités, ça nous donne encore plus envie de le faire. Voilà, merci beaucoup. Chaque fois, je connaissais pas mal Olivier et son franc-parler, mais j'aime bien. Arnaud, franc-parler aussi, et encore peut-être un petit peu de modération ce soir, mais on peut continuer à en parler offline. Benjamin, ravi, et je te promets que les 18 km, je vais les faire. Je te promets, je l'avais promis à Françoise, je te promets à Nathalie Dalmasso, je te promets, on va venir et on va faire Street à la rentrée. C'est à pied, elle va les faire à pied. Si tu veux, en vélo électrique. En vélo électrique. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à mon directeur préféré. Non, du tout. Moi, je fais un bisou et j'ai trouvé ça formidable. Merci beaucoup. Ouais. Vous êtes très inspirants, les gars. On a beaucoup parlé de bouffe. J'ai hyper faim. Ouais, moi aussi, j'ai faim. Eh ben, connectez-vous, monpanierbleu.com. J'ai vu. Il y a des paniers d'apéro. J'ai vu. C'est formidable. Exactement. Bon, merci à tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt. Vous allez recevoir la vidéo, le lien et tout ce qui s'est dit ce soir. Vous l'aurez, les garçons. Et bienvenue pour nos prochaines éditions. Okay. Merci Sarah pour cette préparation d'émission. C'était très bien. Merci Sarah. Merci beaucoup Sarah. Excellent. Salut tout le monde. À bientôt. Bonne fin de semaine.